avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Filiosa. Depuis 1982, elle est psychothérapeute, spécialiste des émotions. Elle est aussi écrivaine, éditrice, conférencière, et plus récemment, elle a aussi été vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant. Elle a fait traduire et fait publier un ouvrage qui est sorti en juin 2021, Parents, rebellez-vous, stop à la pression du parent parfait, Teaser Schumacher. En s'appuyant sur une grande expérience de terrain et en collectivité, l'autrice nous invite à nous libérer du carcan bien-pensant pour nous recentrer sur l'objectif, apporter à nos enfants ce dont ils ont besoin pour grandir et devenir de futurs adultes responsables, généreux et attentifs aux autres, tout en nous respectant nous-mêmes. Elle nous emmène donc sur le terrain et propose 29 règles qu'elle qualifie de rebelles, qui nous sauveront de bien des situations. Et ces règles peuvent être tout à fait étonnantes. Avec Isabelle Filiosa, nous allons donc revenir sur la définition de l'éducation positive, aussi la définition d'une règle. Nous parlerons de certaines règles du livre, de comment les appliquer, du sens qu'elles peuvent avoir, et nous évoquerons aussi son parcours personnel et certaines de ses difficultés en tant que mère. Je la remercie chaleureusement pour cet épisode que j'ai beaucoup apprécié à réaliser, à préparer et aujourd'hui à vous diffuser. Ma première question sera simple et si compliquée à la fois. Isabelle Filiosa, c'est quoi la parentalité positive ? Je vous souhaite une très bonne écoute. La parentalité positive, c'est une parentalité qui respecte les besoins du parent et de l'enfant. C'est un terme qui a été utilisé par le Conseil de l'Europe quand ils ont fait toute une étude dans toute l'Europe et ils ont mesuré qu'il y avait encore vraiment beaucoup de violences éducatives dans toute l'Europe et notamment en France. Et donc, ils se sont dit, il faut absolument faire quelque chose, il faut soutenir des actions de parentalité et il faut transformer notre regard sur l'enfant et enseigner aux gens une autre façon d'être avec les enfants. On peut être non violent. Et donc, ils ont vraiment monté toute une campagne contre la violence qui disait clairement une main, c'est fait pour tenir, pour soutenir, pour protéger et non pas pour frapper. Et donc, ils ont introduit ce terme de parentalité positive. Il y a aussi une parentalité négative. La parentalité dite négative, c'est celle qui abîme un enfant, c'est celle qui le violente, c'est celle qui le fait se rétrécir, qui l'empêche de se développer. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre de la violence, des carences, quand on ne s'occupe pas suffisamment d'un enfant ou pas de manière constructive. Donc, il y a des gens qui croient que la parentalité positive, c'est un nouveau mouvement, que c'est un truc spécial. Non, en fait, c'est tout ce que nous faisons tous les jours quand nous accompagnons le développement d'un enfant. Et quand nous faisons quelque chose, nous avons une attitude parentale trop autoritaire, trop dure, violente, à ce moment-là, eh bien, ça n'est plus de la parentalité positive. Alors, c'est vrai qu'on avait toute une culture avant de parentalité plutôt autoritaire et dans laquelle on construisait toute la relation à l'enfant dans un rapport de force. Et on entendait des trucs du style qui est le chef ici, qui commande. Et parfois, on entend encore aujourd'hui des parents crier sur leur enfant et rentrer dans ce rapport de force et dire mais qui commande? Ce rapport de force, on sait aujourd'hui que ça abîme le cerveau de l'enfant, ça ne l'aide pas à se construire, à se développer. Avant, on croyait qu'il fallait faire remarquer à l'enfant tout ce qu'il faisait mal pour en faire un bon citoyen. Il fallait lui poser des limites. Il fallait l'empêcher de vouloir absolument tout. Il fallait chaque fois cadrer, freiner. Et donc, on est rentré dans une dynamique de conflit quasiment permanent qui est épuisant. Donc, on accuse de temps en temps la parentalité positive de fatiguer les parents. C'est plutôt exactement le contraire parce que d'expérience, ça soulage vraiment beaucoup de savoir un petit peu mieux comment s'y prendre et de pas s'épuiser dans ces conflits permanents. Parce que quand on est en bagarre
pour le coucher, on est en bagarre pour le lever, on est en bagarre pour l'habillage, on est en bagarre pour toutes sortes de choses en permanence. Ça, c'est vraiment très, très fatigant. Donc, la parentalité positive, c'est un ensemble de techniques aussi parentales qui ont fait leurs preuves. C'est-à-dire que la science, depuis quelques années, se penche sur la parentalité. Elle l'analyse, elle regarde, elle étudie et on observe, tiens, quand un parent se comporte comme ci ou comme ça, qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent? Quel genre d'adolescent ça va produire? Quel genre d'adulte ça va produire? Donc, comme ça, maintenant, on a un petit peu plus de recul sur l'impact d'une parentalité. Évidemment, quand on est individuellement chez soi, on fait une expérience de quelque chose, ça peut marcher ou pas marcher, mais la science, elle fonctionne pas comme ça. Elle prend des groupes et des groupes représentatifs et on analyse vraiment, on isole les différentes variables. Donc tout ce qu'on ne peut pas faire dans nos familles, eh bien, ils le font au niveau des laboratoires et sur une grande échelle. Et donc ça nous donne des informations. Donc aujourd'hui, on a des informations sur le développement de l'enfant, ce qui se passe dans son cerveau. Ça, on ne le savait pas du tout avant. Grâce à l'imagerie fonctionnelle, maintenant, on a un regard sur ce qui se passe et on comprend mieux un certain nombre de ces réactions qu'on était obligé d'interpréter avant en fonction de notre cadre de référence. Mais on a les informations sur le développement de l'enfant et on a de plus en plus d'informations aussi sur quelles sont les attitudes parentales qui vont produire des effets positifs et quelles sont les attitudes parentales qui vont produire des effets négatifs. Il y a de plus en plus d'études dans le monde anglo-saxon qui montrent que les techniques de parentalité positive, les attitudes de parentalité positive vont mener à une baisse très notable, puisque dans une étude, ils ont noté qu'il y avait 79% de moins de comportements excessifs et débordants. C'est phénoménal, 79% de moins. On n'a jamais vu ça. En même temps, c'est complètement logique, puisque on utilise des techniques qui sont éprouvées et qui respectent les besoins et qui respectent le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Donc, c'est juste logique que ça fonctionne, mais c'est quand même stupéfiant. Et donc, la parentalité positive, dans la réalité, ça donne des parents qui sont moins fatigués. Quand je dis dans la réalité, c'est-à-dire pas dans l'expérience individuelle, mais selon les études scientifiques, ça donne des parents qui sont moins fatigués, qui sont moins épuisés, moins de burn-out parental, et ça donne des enfants plus responsables, plus empathiques, qui savent mieux réguler leurs émotions, qui savent mieux faire face tout seuls, c'est-à-dire en autonomie, aux différentes difficultés de la vie. Ils savent surmonter les épreuves, ils réussissent mieux scolairement. Enfin bref, un petit peu sur tous les domaines, on a vraiment un gain important de ce qu'on appelle la parentalité positive. Merci pour cette définition. Je reviendrai sûrement plus tard sur les parents et la parentalité positive. Là, surtout, ce qui m'interpellait, c'est que dans ce livre, donc Parents, rebellez-vous, stop à la pression du parent parfait, il est composé de 29 règles qui sont à chaque fois détaillées de façon très pragmatique dans leur mise en œuvre. Si je comprends bien, cela implique que l'éducation positive, ça n'est pas une absence de règles. Ah oui, ça c'est certain, il n'y a pas une absence de règles. C'est vrai que c'est très important, Cédric, de souligner ce point-là parce qu'il y a énormément de gens qui disent, par exemple, la parentalité positive, c'est jamais dire non. La parentalité positive, c'est être toujours souriant, c'est être gentil avec son enfant, c'est dire toujours oui à tout. En fait, non, pas du tout. C'est pas je suis positif en permanence. C'est positif parce que ça produit des effets positifs. C'est tout. Donc, les 29 règles, eh bien, ce sont des règles rebelles, comme dit l'auteur, que j'ai adoré ce livre moi aussi quand je l'ai découvert aux États-Unis. Et donc, j'avais vraiment très, très envie qu'il soit disponible pour le public français. Donc, je l'ai fait traduire. Et ce qui est vraiment très, très intéressant dans ce livre, c'est qu'elle décrit
la manière dont des règles qui sont rebelles parce qu'elles sont souvent à l'envers de celles qu'on a l'habitude d'avoir dans notre tête, hein, mais elles fonctionnent incroyablement et elles permettent d'entrer vraiment dans ce qu'on appelle la parentalité positive. La parentalité positive, comme je disais tout à l'heure, c'est finalement tout ce qui améliore la qualité de vie, la qualité familiale et tout ce qui permet un meilleur développement de l'enfant. La parentalité positive, donc, c'est une attitude intérieure, mais c'est aussi un ensemble de techniques. Et donc, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est très concret. Et donc, ce sont des techniques, des façons de faire, et il y a de multiples exemples, hein, qui nous permettent de bien comprendre et de voir comment nous pouvons appliquer tout ça dans nos familles, dans nos écoles, dans nos structures de petite enfance. Parce que c'est vrai, c'est pas toujours simple, hein. Il y a les grandes lois du développement de l'enfant, et puis il y a le terrain. Voilà, qu'est-ce que je fais sur le terrain quand j'ai deux gamins qui se chamaillent? Qu'est-ce que je fais sur le terrain quand il y a ceci, cela? Et très souvent, les parents se demandent, mais quelles règles est-ce que je dois poser? Alors déjà, le fait de dire poser une règle, c'est un petit peu un contresens parce que une règle, elle doit pas être posée. Une règle, elle permet un fonctionnement. Quand vous ouvrez une boîte de jeu, vous avez le plateau de jeu, vous avez des pions, vous avez un dé, vous avez des cartes, il y a toutes sortes de choses et il y a la règle du jeu. Et la règle du jeu, c'est pas quelque chose qu'on pose, c'est un ensemble de permissions et de façons de faire. En fait, les règles, ce sont des procédures. Donc, c'est voilà comment on peut faire pour vivre en société de manière agréable. Voilà comment on peut jouer tel et tel jeu de société. Ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux de société d'aujourd'hui, souvent, il y a plusieurs sets de règles, c'est-à-dire on peut jouer une règle pour un jeu rapide ou pour un jeu plus long, on peut le jouer en compétitif ou on peut le jouer en coopératif. Donc, on voit bien que les règles ne sont pas absolues. Parfois, les parents, ils se disent, ben, une règle, c'est une règle, et donc il y a une espèce de côté absolu qui n'a pas de sens en réalité. Parce que si c'est absolu, ce n'est plus une règle, c'est une loi. Et bon, les lois, il y a les lois de la République que nous avons à respecter, mais à l'intérieur de la famille, une règle, elle permet un fonctionnement harmonieux ensemble. Donc, l'objectif d'une règle, il est là. Avoir des règles pour l'heure du coucher, par exemple, c'est surréaliste. Et il y a énormément de parents qui croient qu'il faut une règle pour l'heure du coucher. Mais on ne peut pas régler des besoins physiologiques. Le coucher, c'est un besoin physiologique. Dormir, c'est un besoin physiologique. Notre job de parent, il n'est pas de poser une règle et de demander à l'enfant de se conformer à cette règle. Je veux dire, aucun d'entre nous, si on fait un voyage de Paris aux États-Unis, aucun d'entre nous ne va réussir à dormir malgré le décalage horaire. Donc, sans dormir, on ne peut pas faire ça sur commande. Donc, du coup, ça fait des tas de conflits entre les parents et les enfants parce que tout simplement, on a mis une règle là où il ne devrait pas y en avoir. Notre job, c'est aider l'enfant à s'endormir, aider l'enfant à respecter son sommeil. Donc, pas de règle d'heure de sommeil ne veut pas dire ah, on fait pas attention, on laisse tout faire. Pas du tout. Comme vous le soulignez, dans ce bouquin, il y a 29 règles parce que oui, on a absolument besoin de règles pour fonctionner ensemble. C'est comment on fait pour être heureux ensemble, comment on fait dans toutes sortes de situations complexes. Eh bien, on a besoin de clés, voilà, de procédures, comment on fonctionne. Voilà, ces règles, elles donnent aussi des droits. Et ça, c'est important parce que trop souvent, on finalise les règles en termes d'interdit. Et un interdit, ça bloque, ça freine, mais l'objectif d'une règle, c'est davantage de guider l'enfant. Une règle, ça guide un trait, ça oriente. Et donc, notre job, en donnant des règles aux enfants, en discutant ensemble les règles, parce qu'il y a toutes sortes de règles qui gagnent à être discutées ensemble et rediscutées quand elles ne sont plus fonctionnelles, quand elles n'aident plus la petite société familiale à fonctionner correctement. Donc, ces sets de règles sont là pour fournir à l'enfant un cadre qui lui permet de se développer, de développer toutes les parties de lui-même. Et donc, les règles, elles ont pour fonction
de protéger les droits des enfants. Et nombre de règles dites rebelles de Heather Schumacher, c'est justement ça, c'est donner le droit aux enfants de toutes sortes de choses, le droit de ne pas prêter, le droit de mettre un tutu, le droit de ceci, le droit de cela, et qui finalement sont des règles hyper utiles parce que ça permet tant aux parents qu'à l'enfant d'explorer une partie de lui-même. Bah, merci pour cette définition très complète de la règle et que je rejoins complètement. Et sur le coucher, juste pour les parents qui nous écoutent, je me permets de préciser que ça n'empêche pas d'introduire des rituels qui sont des outils d'accompagnement très, très efficaces et que les enfants apprécient particulièrement. Et les parents, souvent, peuvent se dire que ce sont des règles. Non, non, c'est juste des environnements qui favorisent l'accompagnement des enfants. Exactement, c'est ça qui est important. Une règle, donc ça pourrait être une règle de dire que tous les soirs, il y a un rituel d'accompagnement. Ça, c'est une règle. Et donc, parce qu'une règle, c'est une procédure, quoi. Donc, mais c'est pas on se couche à 8 heures, etc. Et c'est pour faire démarrer le rituel. Je me souviens d'une maman qui me disait, mais c'est terrible, mon enfant ne s'endort pas, je mets tellement longtemps à l'endormir et j'ai beau faire le rituel, ça fonctionne pas. Mais en fait, elle n'avait pas réalisé qu'elle avait décalé son enfant et elle n'attendait pas les signaux du sommeil. Donc, il y a des signaux du sommeil. Si on repère les signaux et qu'on lance le rituel à ce moment-là, alors on va dans le rythme de l'enfant. L'objectif, c'est vraiment de respecter et d'accompagner, favoriser un endormissement naturel au moment où c'est pertinent de le faire. Complètement. Par endroits dans ce livre, on peut même lire que parfois il est préférable de faire cesser un comportement ou une activité lorsque l'enfant n'arrive pas à être dans le cadre qui lui est donné. Quelle différence il y a entre agir à ce moment-là et donner une punition? Alors c'est très différent parce que la punition, elle vise à faire comprendre à l'enfant qu'il a fait quelque chose de mal et punir, c'est une conséquence d'un comportement, voilà, qui est jugé mauvais. Et là, dans la règle telle qu'elle est, c'est plutôt protéger l'enfant de lui-même finalement. C'est, ne pas le laisser l'abandonner à, ses impulsions, diverses et variées. Il a un besoin intérieur, il a quelque chose dans son cœur qui va pas. Il a peut-être un trop plein d'énergie, il a de la colère, il a de la je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en lui, qui fait qu'il n'est pas disponible. Et donc, c'est pas la peine d'essayer de jouer aux petits chevaux, ou au foot à ce moment-là parce qu'il est pas disponible pour ça. Donc on va le protéger en interrompant le jeu de manière à pouvoir se pencher sur ce qui se passe pour lui. Mais la punition, ce serait de dire: «Bon, tu t'assieds sur le banc maintenant, tu attends que nous, on ait fini de jouer». Tandis que ce qu'elle dit, c'est: «Stop, je vois que là, toi, tu n'es pas en état de jouer, donc on arrête le jeu et je vais m'occuper de toi et d'écouter ce qui se passe pour toi». Donc on va davantage aller dans ce qui se passe pour l'enfant. Évidemment, s'il y a tout un groupe, on va aussi, gérer le groupe, donc peut-être que le groupe va continuer, mais on ne va pas laisser l'enfant tout seul avec son souci. On ne va pas l'isoler, on va, vraiment l'accompagner. Est-ce que c'est assez clair la différence? Mais complètement. Bon. Eh ben, écoutez, en tout cas, j'espère qu'elle apparaît plus claire. Pour moi, c'est le cas. Elle apparaît vraiment plus claire. Et justement, il y a cette comment dire, il y a cette question de sens aussi et de cohérence que j'entends dans votre Oui. définition. Alors que pour moi, la punition n'a pas de cohérence. La punition n'est qu'un mécanisme de domination et il n'y a aucune cohérence. Alors que justement, dans le respect de la règle et du cadre, il y a de la cohérence. Et je pense que ça me paraît être un point important. Oui, et puis il y a des moments où, on ne peut tout simplement pas l'enfant est débordé par toutes sortes de choses. Eh bien, on ne peut pas jouer avec lui, c'est pas possible, tout simplement. On le sent bien, on commence à s'énerver, à se sentir pas bien, et cetera. Donc là, il vaut mieux interrompre le jeu. Et donc, on interrompt, non pas dans une dynamique de punition, mais c'est simplement un constat. Bon, là, on n'est pas en train de faire, l'activité qui correspond à ton besoin, immédiat et puis ça correspond pas à mon besoin non plus. Si on continue, moi, je vais me sentir de plus en plus énervée et donc voilà, donc stop. Et donc on peut tout à fait interrompre un jeu qu'on est en train de faire avec un enfant, une activité qu'on est en train de faire avec un enfant,
on peut l'interrompre parce que ça ne nous convient pas. On sent que quelque chose ne convient vraiment pas dans la situation et donc là, on dit stop. Ce stop-là, il est important à entendre pour l'enfant qui comprend du coup, ah ben là, mon comportement a débordé et maman, papa n'est pas confortable. Ah oui, ben c'est vrai, si je continue à faire comme ça, ben, ils ne sont pas confortés, ils n'ont plus envie de jouer avec moi. Ils ont besoin d'apprendre aussi ces choses-là parce qu'avec leurs copains, ça va se passer. Ça n'a rien à voir avec une dynamique de punition. Ah ben puisque tu es comme ça, alors je te laisse. Voilà, en fait, c'est l'atmosphère intérieure. Mais il n'est pas question de se forcer à rester dans des situations qui ne sont pas confortables, parce que chaque fois qu'on est faux avec soi-même, finalement, on est faux avec l'enfant aussi. Plus on va être juste avec soi-même et oser verbaliser ce qu'on ressent réellement, nous, en tant que parents, plus ça aide l'enfant à comprendre ce qui se passe, ça lui permet de développer son empathie, ça lui permet de développer sa conscience de l'impact de ses comportements sur autrui. Et je me permets de rajouter que ça lui permet aussi d'apprendre par l'exemple qu'on a le droit d'exprimer ses limites Tout à fait, aussi. tout à fait. Et je souligne dans votre propos, même si on y reviendra plus tard, je souligne aussi dans votre propos que l'éducation positive, et donc dans le respect des règles, prend aussi totalement en compte les besoins du parent. Voilà, c'est quelque chose que vous avez précisé tout à l'heure, mais je me permets de le ressouligner. C'est déjà dans la définition du Conseil de l'Europe, hein, et c'est vraiment essentiel parce que si le parent ne tient pas compte de lui-même, il ne va pas durer longtemps. On ne peut pas rester patient, on ne peut pas rester attentif, on peut pas. Non, on a besoin nous aussi d'être rempli d'énergie. On a besoin d'avoir toute notre disponibilité. Et donc oui, c'est très important de prendre soin de soi. Et dans le premier atelier que j'ai créé, qui s'appelle Stop aux crises. Stop aux crises, c'est stop aux crises de l'enfant, mais aussi stop aux crises du parent. Et c'est d'abord, je m'occupe de moi-même. Et donc, le tout premier exercice, la toute première chose qu'on fait, c'est, je rappelle que dans un avion, quand on s'installe, l'hôtesse de l'air montre les consignes de sécurité, ou le steward de l'air d'ailleurs, ça peut être un homme aussi. Et donc, il nous dit que s'il y a, en cas de dépressurisation, et ça c'est sûr que dans la famille, il y a souvent de la dépressurisation, en cas de dépressurisation, pouf, le masque à oxygène tombera devant vous. Alors le problème, c'est que dans la famille, il ne tombe pas spontanément, on ne le voit pas le masque. Il faut en trouver un. Mais voilà. Et ce que dit l'hôtesse ou le steward, c'est qu'il faut mettre le masque à oxygène sur notre propre visage avant de le mettre sur l'enfant. Donc, concrètement, ça signifie que c'est important de s'occuper de soi avant de s'occuper de l'enfant. Et que si je ne suis pas dans une disposition qui me permet de m'occuper de l'enfant, d'intervenir pour ceci et cela. Alors évidemment, il est en train de se noyer, je plonge. Hein, je ne m'occupe pas de savoir si j'ai soif, etc. Donc il y a des cas d'urgence. Mais de manière générale, je prends d'abord soin de moi. Si par exemple, je m'énerve énormément parce que mon gamin est en train de faire ses devoirs et là, je craque, j'ai envie d'intervenir, non. D'abord mon masque à oxygène, je vais boire un verre d'eau, je vais marcher un peu et une fois que moi, je suis tranquille à l'intérieur et serein, alors je vais voir l'enfant et là, je peux avoir une parentalité peut-être un peu plus positive. Sinon, il y a beaucoup de risques que ça court dans tous les sens. Il y a un point qui m'a paru spécialement important dans le livre, c'est la règle numéro 4, qui dit que, en substance, que toutes les émotions sont OK, mais tous les comportements ne le sont pas. Qu'est-ce que ça apporte à l'accompagnement de l'enfance, la distinction entre justement l'émotion et le comportement? Les émotions, ce sont nos réactions d'adaptation aux situations. Donc les émotions, c'est la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la honte, la joie, l'amour. Ces émotions, ce sont des réactions biologiques. Et donc, c'est très important de les accueillir. Une émotion est une réaction biologique, une réaction physiologique de notre organisme. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre organisme, il se passe toutes sortes de choses. Notre corps réagit pour que nous permette de nous adapter à notre environnement. Donc, c'est pour ça que c'est très important que toutes les émotions soient forcément OK. C'est même impressionnant qu'on ait besoin d'en faire une règle, mais oui, ça dit ça.
ça dit que les émotions, c'est biologique, donc c'est forcément OK. Après, les comportements ne sont pas toujours OK parce que certaines émotions vont déclencher des comportements. Alors, par exemple, la colère va, ou la peur va déclencher chez un tout petit une irruption physique. Et donc, cette éruption physique, elle risque de faire mal à un autre enfant ou à un adulte qui est présent. Donc, je peux être en colère, je peux avoir peur, j'ai le droit d'avoir toutes les émotions que j'ai, mais je vais pas exprimer mon émotion n'importe comment. Donc, je peux me sentir vraiment furieux que mon petit copain m'ait empêché de descendre sur le toboggan, mais je le mords pas. Voilà. Donc, mordre, c'est un comportement. C'est un comportement qui est quand même inscrit biologiquement, parce que c'est vrai que ça fait partie des réactions d'attaque, hein. Quand je suis sous stress, hein, je peux avoir tendance à mordre, à taper ou à lancer. Mais quand on est tout petit, donc tous les tout petits passent par une période où ils mordent, ils tapent et ils lancent. C'est juste Je naturel. confirme. Ben oui. Et si on punit ces comportements, on va les renforcer. Donc, on va plutôt éduquer pour permettre à d'autres formes de comportement qui soient socialement acceptables et qui permettent à l'enfant un peu plus grand, eh bien, de pouvoir verbaliser sa colère, exprimer sa colère, par exemple en tapant des pieds quand il est encore petit. Mais taper des pieds, ça permet de décharger le trop plein d'énergie, mais en même temps, ça fait mal à personne. On peut déchirer des papiers, on peut jouer à ninja. Il y a plein de petites techniques, hein, pour libérer les tensions qu'on peut éprouver dans le corps, parce que c'est vraiment important de mesurer que les émotions, c'est dans le corps, c'est physique, biologique. Donc, ça se passe dans le corps, c'est naturel. Par contre, eh bien, on ne va pas laisser n'importe quoi se faire. Et donc, tous les comportements que j'ai lorsque j'éprouve des émotions ne sont pas acceptables. Et donc, on va enseigner ça aux enfants. Et lorsqu'on voit un comportement débordant, on va tout de suite intervenir, interrompre le comportement débordant et enseigner un autre comportement qui soit approprié. Et là, pour le coup, il y a une question qui m'est venue alors, en vous écoutant et puis aussi à la lecture de ce livre, où j'ai pas pu m'empêcher de me dire que quand même, on est une société, et j'en ai été le premier exemple pendant des années de ma vie, où justement, cette distinction entre émotion et comportement, moi, j'ai pas été élevé dans cette distinction-là, clairement, et c'est malheureusement aussi le cas de plein d'adultes. Dans quelle mesure cette règle est aussi pertinente pour les adultes, justement, pour se l'appliquer? Et au vu de ce que vous avez répondu aussi précédemment, au vu aussi de donner l'exemple aux enfants. Oui, tout à fait. Pour la colère, c'est clair. Je peux être en colère, mais je ne frappe pas mon enfant. Bon, ceci dit, on va plutôt travailler aussi à déraciner cette colère. On éprouve toutes sortes de colères parce que on interprète le comportement de l'enfant comme intentionnellement contre nous, ou bien on a l'impression que notre colère peut changer son comportement, mais en fait non. La colère, c'est en fait une émotion qui nous appartient à nous lorsque nous sommes frustrés. Alors c'est vrai, nous vivons toutes sortes de frustrations, mais c'est important que nous montrions à nos enfants le modèle de comment on fait. Alors par contre, on peut lui montrer des colères qu'on a envers d'autres adultes. Par exemple, ah, je suis super énervé, là, j'ai envie de, ce réparateur de télé est insupportable, j'en peux plus, j'ai envie de casser la télé. Je vais plutôt souffler. C'est-à-dire que on va décrire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire l'impulsion du comportement excessif, hein, parce qu'on le ressent à l'intérieur. On le ressent à l'intérieur, cette envie de taper la tête de notre conjoint sur le mur, on ressent cette envie de casser des choses, mais on ne le fait pas. Heureusement qu'on ne le fait pas. Enfin, certains le font, parce que justement, ils n'ont pas appris à connecter le cerveau préfrontal avec les zones plus du stress. Et comme enfant,
on leur a pas enseigné tout ça, du coup, ils ne savent pas arrêter un comportement. C'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir écouter et sentir, ah, je sens l'émotion qui vient en moi, j'identifie cette émotion, je sens l'impulsion à taper, frapper, lancer ou mordre, mais je j'inhibe ce comportement, je réfléchis et je vais montrer ma colère, calmer le jeu à l'intérieur de moi et montrer ma colère de manière socialement acceptable et productive. Parce que frapper, taper, lancer ne va pas ou mordre ne va pas m'aider ni dans mon entreprise, ni avec mes collègues, ni avec qui que ce soit. Donc, ce sont des réactions biologiques installées à l'intérieur de nous depuis des milliers d'années, mais ils ne sont plus appropriés dans nos sociétés d'aujourd'hui. Non, mais bien sûr, complètement. Et c'est vrai que cette règle me semble essentielle pour les enfants comme pour les adultes. Et j'espère que beaucoup de gens la liront et essaieront de s'en inspirer, notamment aussi, comme vous l'avez dit, dans le monde professionnel. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans le monde de l'entreprise avec cette règle. La question du genre est aussi abordée dans ce livre, notamment dans la règle numéro 13. Un panneau interdit aux filles ou aux garçons, c'est OK. Selon vous, est-ce que la confirmation de l'identité de genre est une démarche naturelle des enfants, ou bien est-ce que c'est parce que la société est genrée qu'ils recherchent cette confirmation? Eh bien, Ça, c'est la question à devise, ça. en fait, c'est l'œuf et la poule, hein, donc on ne saura pas puisque nous vivons dans une société. Notre société nous imprègne et donc on ne peut absolument pas savoir ce que ce serait si nous n'avions pas, ces codes sociaux et cetera. Ce qui est très important dans cette règle, c'est qu'elle donne une permission. Elle donne une permission de se sentir un garçon ou de se sentir une fille et d'exclure l'autre. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de ça. Mais attention, parce qu'elle est aussi pondérée par une autre règle, un garçon a le droit de mettre un tutu. Donc, l'idée de base du livre, c'est donnons aux enfants le droit d'explorer tout ce qu'ils ont besoin d'explorer. Et lorsque je dis ce jeu-là, là, on a fait une petite maison et notre maison, elle est interdite aux garçons, eh bien, c'est peut-être parce que les garçons de ma famille, eh bien, ce sont des garçons qui sont un peu trop turbulents et là, je suis en train de faire un jeu un peu plus calme. En fait, elle donne aussi des exemples de précision et donc, il y en a qui peuvent, il y a des garçons qui peuvent tout à fait dire, ah ben oui, mais aujourd'hui, moi, je suis une fille, et donc, hop, et ils rentrent aussi. Il y a de l'exploration, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de, nous ne pouvons pas, nous, savoir pour les enfants ce qui est bon. On ne va pas les enfermer dans des cadres. On va justement laisser venir les choses et leur permettre de savoir et d'identifier. Qu'est-ce que ça me fait lorsque je joue entre garçons et j'exclus les filles? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis obligée de jouer avec garçons et filles? Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Donc, ce que note Heather Schumacher, c'est que plus on donne de permission aux enfants d'être différents, de faire des choses qu'ils ont envie de faire et que d'habitude on n'a pas le droit de faire, parce que la plupart des parents vont dire tu n'exclus pas ton frère, tu l'intègres dans ton jeu. Et à partir du moment où ils ont le droit de ne pas prendre le frère dans le jeu, eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils jouent un peu comme ça, mais parce qu'ils ont le droit, eh bien ils vont rapidement trouver une astuce pour inclure le frère. Et c'est ça qui est la magie de ce bouquin. Elle montre ça, c'est sur le terrain toutes sortes d'exemples où plus je vais permettre à un enfant de protéger son espace. Donc, oui, tu as le droit de ne pas prêter ton seau, de ne pas prêter tes jouets. Oui, tu as le droit de décider avec qui tu joues et avec qui tu ne joues pas. Plus ce droit est respecté, plus du coup l'enfant se sent en sécurité. Et quand il se sent en sécurité, il a envie d'explorer, d'ouvrir, d'inclure autrui. Et donc, il va du coup trouver une astuce pour inclure l'autre. C'est assez magique de voir ça. Et je précise pour le coup que ce livre ne s'appuie pas sur une expérience individuelle de l'auteur, mais bien sur
plusieurs dizaines d'années d'expérience dans une structure collective, hein, d'accord, avec des groupes de dizaines, de centaines d'enfants qui sont passés par là. Et donc, c'est pas du tout anodin ce qui est écrit. Je précise comme ça pour nos auditeurs qui savent que c'est bon, on peut y aller. Les pistes pour appliquer une parentalité positive évoquées dans le livre et dans vos travaux aussi sont passionnantes. Elles demandent tout de même aux parents une certaine énergie. Et là, je fais aussi appel peut-être à vos travaux dans le cadre du rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Pensez-vous que l'environnement des parents et la place faite à la parentalité dans la société aujourd'hui favorisent l'évolution et le changement de paradigme sur l'éducation? Alors ça commence un tout petit peu, mais clairement, pas suffisamment. Aujourd'hui, nous ne faisons pas suffisamment de place aux enfants. On considère l'enfant comme un empêcheur de tourner en rond, un empêcheur de travailler, un empêcheur de carrière, c'est un empêcheur. Et donc tant que nous voyons l'enfant comme un empêcheur, attention, il va abîmer les plates-bandes, attention, il faut pas qu'il court, attention, il fait trop de bruit, enfin, on a l'impression qu'il gêne tout le temps. Donc avec ce regard-là, c'est pas évident. La société hyper compétitive ne permet pas non plus de prendre suffisamment de temps, de se sentir confortable avec prendre du temps avec son enfant. Cette société où on a nos téléphones en permanence, des écrans de partout qui sollicitent notre attention de partout, tout ça, effectivement, ça ne favorise pas un regard attentif à l'enfant et une place de l'enfant dans notre vie. En même temps, il y a une aspiration des parents vers une meilleure relation et c'est pour ça que là, le gouvernement vient de donner 28 jours de congé paternité parce que on sait combien c'est important. Et donc, ça commence à changer. Oui, et je pense que petit à petit, le regard va changer de plus en plus et toute la société va rentrer là-dedans. Il y a près de 80% des salariés qui sont ou vont être parents. C'est des chiffres qu'une entreprise ne peut pas ignorer. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent en compte cette dimension de la parentalité et qui veulent fournir des outils de parentalité parce qu'ils ont compris que s'ils donnent davantage de congés parentalité à leurs employés, s'ils les aident dans leur parentalité, s'ils sont heureux finalement dans leur parentalité, ben, ils vont être bien meilleurs au travail. En tout cas, c'est vraiment l'expérience des pays nordiques, c'est l'expérience de tous ces pays où il y a une grande flexibilité du travail et une attention à l'enfant et c'est considéré comme naturel d'être aussi parent. Et il n'y a pas soit je suis le professionnel super efficace, etc., soit je suis un parent attentif. C'est vraiment, nous sommes une personne et il y a des moments où on va donner plus d'attention à notre travail, des moments où on va donner plus d'attention à notre enfant, mais clairement, nous avons besoin de grandir sur tous les plans. Et les attitudes anciennes qui consistaient à dire bon, j'espère que vous n'aurez pas d'enfant parce que nous attendons de vous vraiment d'être performant. Eh bien ça va disparaître petit à petit. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une femme est plus performante au travail quand elle a un enfant. On a l'impression qu'elle va être tout le temps absente parce qu'elle est tout le temps chez le pédiatre, mais en fait, en réalité, non. Son absentéisme n'est pas beaucoup plus important et surtout, elle développe, son cerveau se développe différemment et elle est capable de gérer des choses de manière plus efficace. Alors, sauf dans les 2 premières années où elle a une mémoire qui diminue, ça, c'est vrai, il faut en tenir compte aussi. Mais de la même manière qu'une femme est une femme, elle a des rythmes biologiques et elle n'est pas la même selon les périodes de son cycle. Il y a des périodes du cycle où elle va être super créative, elle va vraiment bosser énormément et d'autres périodes où c'est plus c'est de l'introspection, il y a besoin de maturation intérieure et c'est pas le moment de lui demander d'être sur le devant, etc. De la même manière que si on respecte un peu plus la biologie féminine, si on respecte aussi davantage la biologie d'une maman qui allait, d'une maman qui a des enfants et d'un papa qui vient d'avoir des enfants, parce que même le cerveau d'un papa et les hormones d'un papa sont modifiés par le fait d'être parent, d'être papa. Donc, si on sait respecter ça,
alors tout le monde sera nettement plus heureux. Et oui, les sociétés seront tout à fait productives et les entreprises pourront réussir aussi. Pour le coup, vous parlez notamment du congé paternité coparent qui a évolué. Selon vous, quel levier d'évolution sociale vous aimeriez voir être mis en œuvre sur le sujet de la parentalité, de la place de l'enfance et des parents? Quels autres leviers on pourrait activer dans la société en France? Alors, le premier levier, c'était vraiment le congé, hein. J'en ai largement parlé avec nos amies québécoises et norvégiennes. Et donc, vraiment, dans leur pays, c'est toujours ce qui a fait bouger les choses. C'est quand le parent se rend compte de ce que ça peut être. En fait, si on ne connaît pas, on est forcé de quitter son enfant parce que bah, c'est comme ça. On n'imagine même pas ce qu'on rate. Et donc, à partir du moment où on va avoir du temps avec l'enfant, donc là, c'est un petit temps. J'espère que le congé maternité va aussi être, alors non seulement allongé, mais rémunéré correctement. Il n'est pas normal que notre congé maternité ne donne pas 100% de notre salaire. Il n'est pas normal que le congé paternité, ce soit pas 100% du salaire. Donc, c'est enfin, la place de l'enfant, c'est important quand même. S'occuper d'un enfant, prendre soin d'un enfant, eh bien, ça vaut de ne pas être payé des clopinettes. Donc, c'est important qu'on respecte ça aussi. Le levier, ça va être de passer du temps. Pour le congé maternité, quand on demande à une maman de retourner au travail quand son enfant a 3, 4 mois, bah, quelquefois même les mamans ont envie de retourner au travail parce qu'elles en peuvent plus. C'est dur, c'est éprouvant. Un tout petit bébé, quand on est tout seul avec ce bébé, c'est super dur. Même quand il y aura le papa un peu plus, ça reste super dur. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur la nécessité de mettre en place des groupes de parents dans des maisons des 1000 jours, des endroits où on puisse se réunir, partager des informations, partager des impressions, partager son vécu, raconter ses émotions. Toute maman a besoin de raconter son accouchement plusieurs fois pour le digérer. C'est quand même un événement hyper important dans une vie et on a besoin d'avoir des gens qui nous écoutent. Donc, on a besoin vraiment de ces groupes nous permettraient et de développer nos compétences parentales et d'apprendre toutes sortes de choses sur le développement des enfants et les techniques parentales qui sont efficaces, hein, qui sont éprouvées. Et puis, ça nous permet aussi de partager et donc tout le travail de parents est moins lourd sur nos épaules. La responsabilité est moins lourde sur nos épaules. Le burn-out, c'est lié à l'isolement. C'est lié au fait qu'on se sent tout seul et on doit tout résoudre et tout trouver les réponses dans notre propre tête. C'est vraiment trop dur. Donc, les 3 premiers mois, en plus, ce sont des mois d'ajustement. Le bébé est tout nouveau et pour nous aussi, c'est tout nouveau d'avoir un bébé. Et donc, il faut un peu de temps pour s'ajuster et trouver le bon rythme. À 3 mois, l'enfant, il commence à sourire davantage, il commence à être plus interactif. À ce moment, 3 mois, 4 mois, c'est des moments d'explosion relationnelle. Et c'est quand même dommage de retourner au travail juste à ce moment-là. Parce que finalement, du coup, ben, c'est le personnel des crèches, les assistantes maternelles qui vont bénéficier de tout ça. Et nous, on ne le sait pas qu'on le loupe, puisque on est retourné au travail juste à ce moment-là. Et on se dit, ah, ben, c'est épuisant un enfant. Donc oui, c'est vrai, c'est fatigant. Il y a moyen de faire que ce soit moins fatigant, mais surtout, à partir de 3 mois, c'est nettement moins fatigant, c'est autrement fatigant en tout cas, et c'est beaucoup plus interactif, on a beaucoup plus de joie et de plaisir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important. Si et les papas et les mamans peuvent se partager un congé parental rémunéré à 100% pour qu'il n'y ait pas de choix, ben, c'est plutôt toi qui s'arrête. Non, que vraiment tout le monde soit correctement rémunéré et qu'on puisse vraiment prendre 10 semaines de congé ou plus avec l'enfant, alors on va expérimenter, on va pouvoir rencontrer notre enfant et ça nous donnera envie d'en savoir plus, envie d'exercer notre parentalité de plus en plus. Et je pense que ça, petit à petit, oui, ça va profondément changer notre regard. On va devenir de plus en plus curieux. Ah bah tiens, là, il faut que je comprenne. Qu'est-ce qu'il fait? Ça m'intéresse. Du coup, je vais bouquiner plus, je vais regarder des vidéos, je vais me renseigner. Forcément,
Si j'ai du temps avec mon enfant, je suis plus sensible à ce qu'il vit, sensible à ses besoins, et du coup, la relation est de plus en plus forte et j'ai envie d'en savoir de plus en plus. Alors je vous rejoins encore une fois à 100%, puisque moi-même personnellement, j'ai pu prendre un congé parental pendant quelques mois, et j'ai connu ce moment justement en 3-4 mois où ma fille est devenue une explosion de créativité, de contact, voilà, ça a été formidable de vivre ce moment-là, et de relations pour le coup qui gagnent vraiment en richesse. Et c'est vrai que c'est fatigant, mais en effet, ça devient très différent, et surtout, en fait, certes, c'est fatigant, mais ça devient aussi source d'énergie, de bonheur, en tout cas plus que les mois précédents, je trouve, dans la relation au quotidien. Tout à fait, et puis on se sent plus compétent. Ouais, On se totalement, sent plus compétent en tant que parent et du coup, ça nous valorise, totalement. on se sent important pour l'enfant, donc c'est essentiel. Et c'est vrai qu'il y a ce sujet du congé paternité qui est certes un pas en avant, bon, qui reste somme toute assez léger, et on espère qu'on ne s'arrêtera pas là, notamment dans la partie obligatoire. Mais c'est vrai que voilà, ça reste des moments extrêmement importants pour le père comme pour la mère ou pour le coparent, et c'est vraiment le gros levier d'évolution sociale sur lequel je vous rejoins complètement. Le livre titre Stop à la pression du parent parfait. Dans quelle mesure pensez-vous que l'éducation positive développée ces dernières années a pu amener des parents à se sentir sous pression et sous le coup d'injonctions? En fait, les parents sont sous pression depuis toujours. Dès qu'on a un enfant, on a envie que notre enfant soit, brillant, le meilleur et on veut être un bon parent. Avant, on disait: «Une bonne mère», c'est presque impléonable, on doit être une bonne mère. Donc la pression à être une bonne mère, elle était phénoménale. Bien avant, toute cette parentalité positive, hein, j'ai, coécrit avec ma mère un livre, qui s'appelle maintenant, à l'époque ça s'appelait Le défi des mères et ça s'appelle maintenant Maman je veux pas que tu travailles, et c'est un livre sur le sentiment de culpabilité des mères, et donc nous avons écrit ensemble ce livre, donc dans les années, 90, et c'était bien avant cette parentalité et positive, et vraiment on mesurait combien les femmes se mettaient la pression. Alors les pères beaucoup moins. À l'époque, ils se mettaient pas la pression. Clairement, Voilà, donc ça c'est nouveau. clairement. Donc c'est chouette que les papas se mettent aussi la pression un petit peu, et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que dans notre étude, on a pu, identifier les différents items qui déclenchaient le sentiment de culpabilité, et les mamans qui se sentaient le moins coupables, parce que toutes les mères se sentaient coupables. Celles qui travaillaient se sentaient coupables de travailler, mais celles qui ne travaillaient pas se sentaient coupables de ne pas travailler. Donc en fait, c'est quasiment toutes les mères se sentaient coupables. Et l'élément qui faisait qu'elles ne se sentaient pas coupables, c'était la participation du papa. Si le père, le coparent, prenait sa part de responsabilité dans l'éducation, s'il était vraiment investi, alors la culpabilité de la mère diminuait. Et elle pouvait soit travailler, soit ne pas travailler, elle ne se sentait pas coupable parce que la responsabilité était partagée. Donc, euh, la pression à être un parent parfait, elle est là depuis très, très longtemps. Donc, c'est en 1990 donc, que j'ai écrit ce bouquin sur la culpabilité des mères, avec toute cette pression à être une bonne mère. J'ai écrit ensuite Il n'y a pas de parent parfait. C'était aussi encore avant la parentalité positive, parce qu'il y avait déjà cette idée de je veux être le parent parfait. Donc, on accuse aujourd'hui la parentalité positive de générer ça, mais non, c'est inhérent à l'état même de parent. Quand on est parent, on veut que notre enfant soit parfait, on veut être parfait, on veut être un bon parent. C'est juste logique. En revanche, la parentalité positive, elle va nous apprendre que non. Il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant parfait. Et ce qui est important, c'est juste d'être heureux le plus possible. Et donc, ça va beaucoup détendre, relâcher les tensions, et on va arrêter de partir dans des objectifs. Après, c'est clair que
comme il y a un certain nombre de techniques qui sont proposées dans la parentalité positive, il y a toujours des gens qui vont se mesurer à l'aune de ces techniques et qui vont se dire: «Ah bah tiens, ça j'y arrive pas, alors c'est que je suis nul», et cetera. Ils se mettent la pression. Et voilà, on se met la pression avec différentes choses, mais de toute façon, voilà, la pression, elle est inhérente. Notre pression, elle nous est mise déjà dans notre enfance. Nos parents nous mettaient la pression pour être une bonne petite fille, un bon petit garçon. Il fallait être comme ci, il fallait être comme ça, il fallait réussir ses études, il fallait. Donc, on a appris à être parfait, on a appris à être bon, on a appris à faire plaisir, à se dépêcher. On a appris tout ça dans notre enfance. Donc, finalement, quand on se met la pression, ça a beaucoup plus à voir avec la pression que nous avons sur nous depuis notre enfance, cette pression à être un bon à tout, à réussir tout, on l'a depuis très, très longtemps. Elle n'est pas liée à la parentalité positive. Dans son essence, la parentalité positive va davantage être dans une permission d'être attentif à nos propres besoins, de prendre soin de soi, de prendre soin des enfants, et elle va souvent nous donner des clés pour que ce soit moins difficile. Mais c'est vrai que quand on découvre, quand on apprend que crier sur un enfant va abîmer son cerveau, quand on apprend que donner une gifle à son enfant, ça peut vraiment abîmer son psychisme, son cerveau, son estime de lui-même, ben, et qu'on le fait, qu'on n'a pas réussi à s'empêcher de le faire, on peut se sentir coupable. Et ça aussi, ça nous met la pression. Donc ça, c'est une nouvelle pression qui vient parce qu'on commence à savoir l'impact de nos attitudes. Et on a appris à être autoritaire. On a appris à être dans le conflit avec nos enfants. On a appris à être dans exercer de la force sur eux. On a appris à chercher à les contrôler en permanence. Et donc, du coup, quand les choses nous échappent, puis surtout quand on découvre que c'est pas la meilleure chose à faire et que peut-être, eh ben, ça lui fait pas du bien, ben, c'est terrifiant. Donc il y a un moment où on se sent coupable et ça, c'est une saine culpabilité qui est à traverser. Je me suis sentie coupable des tas de fois avec tout ce que j'ai appris sur, l'éducation. C'est clair que j'ai fait de multiples erreurs et pourtant, je savais déjà énormément de choses sur les émotions, je savais déjà énormément de choses sur plein de trucs, mais j'étais psychothérapeute donc mais j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'erreurs parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas. Et donc forcément, on passe par des moments de culpabilité. Mais ça, c'est une saine culpabilité qui va nous mener à réparer. Et dans la parentalité positive, c'est vraiment toujours un équilibre entre des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc quand je découvre que là, peut-être j'ai accumulé des facteurs de risque pour mes enfants, c'est-à-dire que quand ils étaient petits, j'ai crié, j'ai frappé, j'ai peut-être, en tant que mari ou que femme, j'ai été violent envers mon conjoint et ils ont vu ces violences. Peut-être que j'ai pas été assez attentif à, quand il y a eu un deuil dans la famille. Voilà, j'ai fait des erreurs. Eh bien, dans la parentalité positive, on dit pas: «Oh, c'est pas bien, vous êtes un mauvais parent». Non, au contraire, on va appliquer la parentalité positive. Donc on va dire, ben, comment on fait pour réparer? La parentalité positive, elle est fondée sur la psychologie positive et donc plutôt que de chercher où est l'erreur, où est-ce qui est on va pas appuyer là où ça fait mal, on va voir comment est-ce que je peux réparer et comment face à ces risques, je vais, pondérer et associer des facteurs de protection. Comment je peux aider à réparer ce qui a été, un petit peu altéré ou gravement altéré parce que, nos enfants peuvent avoir subi des traumatismes. Il se peut que, tout bébé, ils aient été en pouponnière pendant un certain temps, qu'ils aient été séparés de nous. On pouvait ne pas savoir là récemment, quelqu'un me parlait d'une petite fille qui a peur la nuit et tout d'un coup, il a réalisé que oui, quand, elle avait 2 mois, la maman est partie pendant une longue période en voyage, elle ne savait pas ce que ça pouvait impacter et on n'a pas accompagné ça. Mais maintenant qu'il le découvre, eh bien, on peut réparer. Du coup, je sais qu'il s'est passé ça. Oui, il y a eu un traumatisme. Ben, j'ouvre les yeux. Je me dis pas, oh, je veux pas me culpabiliser, je veux pas regarder que mon enfant a vécu des traumatismes, je veux pas me sentir coupable. Non,
Ça, c'est une saine culpabilité. Ah oui, là, il y a eu traumatisme. Ah ben oui, je savais pas. Donc, culpabilité, c'est pas je me tape sur la tête en disant c'est nul. Non, c'est ah oui, là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai pas vu un truc. Ah ben maintenant que je le sais, ben, je vais réparer. Donc, c'est plutôt dynamique et comment on fait pour progresser. Ah, pour le coup, vous avez anticipé un petit peu des questions que je voulais vous poser par rapport aux parents et je vous en remercie. Il y a notamment sur la notion d'erreur, quand on fait des erreurs, qu'on veut bien faire, qu'on sait ce qui se passe et qu'on veut bien faire, on peut faire des erreurs. Et souvent, en tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit mais attends, moi j'ai lu Isabelle Fioza, bah, j'ai lu d'autres personnes aussi, et là j'ai mis une gifle à mon enfant ou j'ai crié sur mon enfant. Bien sûr, attention, je parle de parents qui regrettent leurs gestes et qui sont dans un cheminement de réflexion derrière. Voilà, donc je lui ai cramé des neurones, sa vie est foutue. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on commence à savoir un petit peu plus des choses sur le cerveau, eh bien on se dit: «Ah, je vais cramer des neurones, c'est grave». Mais d'abord, c'est très important de savoir que des neurones, on en refait vraiment toute sa vie et qu'il faut que quelque chose soit répété et répété pour que ça abîme vraiment. Donc oui, c'est vrai, il y a quand un enfant est tout bébé, il produit, heu, 1 milliard de connexions nouvelles par seconde. C'est phénoménal. Mais donc, chaque sourire, chaque froncement de sourcil va marquer et inscrire quelque chose. Mais c'est extrêmement vaste, hein. Et donc, là encore, c'est facteur de protection et facteur de risque. Et dans mon livre «Il n'y a pas de parents parfaits», j'explique justement tout le processus, pour réparer nos erreurs parce qu'on ne peut pas ne pas faire d'erreurs. On fait forcément des erreurs et même je rajouterais, Cédric, c'est très important de faire des erreurs parce que c'est aussi quelque chose que nous enseignons à nos enfants. Un enfant qui aurait un parent parfait, ben, il peut pas grandir. Il est tout le temps en admiration devant son parent et il sait pas où est sa place. Un parent qui fait des erreurs et qui montre comment il fait pour réparer ses erreurs. Ah, là, j'ai fait une erreur, je reconnais, je l'apprends, donc je reconnais que j'ai fait une erreur et je corrige. Alors ça, c'est vraiment riche d'enseignement. Nous ne pouvons pas ne pas faire d'erreur. On ne peut pas toujours se et même c'est pas seulement une erreur. Quand on a donné une gifle à un enfant, ben, ça peut arriver. Ça m'est arrivé à moi de crier. Ça m'est arrivé à moi de donner une gifle à ma fille et de frapper aussi mon fils. Parce qu'il y a des moments où ça monte à l'intérieur et sur le moment, moi, j'ai pas réussi à bloquer le truc. Pour ma fille, elle était en train de brandir un couteau vers son frère et là, voilà, c'est les réactions biologiques, c'est sorti et donc évidemment, par contre après, je vais réparer. Je me dis pas, «Ah ben c'est pas grave, de toute façon», non. Mais on n'a pas besoin d'être parfait. On a besoin de réparer. Même, frapper un enfant, même lui dire des choses méchantes, ça peut nous arriver. À l'impossible, nul n'est tenu, quoi. Il y a des moments où ça nous habite trop fort et après, par contre, eh bien, on va réparer. Je pense qu'il va falloir 2 ou 3 moi, je suis déjà une deuxième génération de non-violence. Mes parents n'ont jamais exercé aucune violence contre moi. Je n'ai jamais été dévalorisée, je n'ai jamais été punie. Et pourtant, j'ai senti cette impulsion de violence encore à l'intérieur de moi. J'espère que mes enfants n'en sentiront plus, mais je pense que, voilà, on sait aujourd'hui que la violence subie, elle se transmet de génération en génération. La violence subie par mes parents m'a habitée. Et donc, forcément, il y a des moments où c'est à l'intérieur et ça risque de sortir. Donc, il va falloir 2 ou 3 générations pour se libérer complètement de cette tentation vers la violence. Je vous remercie de rappeler ce point qui me semble essentiel, c'est de rappeler aussi d'où on part, notamment sur le thème des violences dites éducatives ordinaires, parce que les gens ont tendance à croire que ça y est, il y a eu une loi en 2019, alors tout va disparaître comme par magie. Et moi, j'ai déjà dit dans d'autres interventions que si déjà en 5 à 10 ans, on arrivait à avoir une diminution drastique des châtiments corporels et des humiliations conséquentes, et ça serait déjà un pas de géant de réaliser et qu'il ne faut pas se comparer à des pays comme la Suède, par exemple, qui ont 40 ans d'avance sur le sujet et qui sont sur des générations qui, justement, arrivent à effacer tout ça. En regardant le film Même qu'on est imbattable de Marion Querc, j'ai pu entendre que pour un Suédois, ils ne comprennent même pas l'idée de punition. Nous, en France, une punition,
c'est normal. On croit que c'est la méthode d'éducation des enfants. Mais en Suède, ils comprennent même pas. Mais pourquoi? À quoi ça peut servir? Et c'est quoi une punition? Ils comprennent même pas l'idée d'une punition. Donc oui, c'est vrai, ils ont un petit peu d'avance sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être indulgent avec nous-mêmes et avec notre société. On va pas changer ça du jour au lendemain. Et je vous remercie d'avoir amené beaucoup de nuances dans la compréhension de ce qu'est l'éducation positive et dans son application, et notamment en rendant disponible cet ouvrage Parents, rebellez-vous, stop à la pression du parent parfait. Merci beaucoup Isabelle Filiosa. Merci Cédric et merci à tous et toutes d'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.